La lumière dorée de l'aube caressait les vastes champs de lavande de la Provence, créant un tableau vivant de couleurs violettes et ambrées. Au cœur de ce paysage enchanteur se dressait le sanctuaire de Louvière, un refuge pour animaux sauvages niché entre les collines paisibles. C'était là que Camille Laurent, une jeune vétérinaire de 30 ans, avait trouvé sa véritable vocation. Ce matin-là, comme tous les matins depuis 5 ans, Camille se dirigeait vers l'enclos spécial où résidait Augustin, un magnifique loup gris au port majestueux. Leurs regards se croisèrent avec cette même intensité qui les avait unis depuis leur première rencontre dans les montagnes des Pyrénées. Augustin s'approcha de la clôture, sa démarche élégante témoignant d'une noblesse naturelle que même les années de captivité n'avaient pu effacer. « Bonjour, mon ami » murmura Camille en s'accroupissant près de l'enclos. Le loup inclina légèrement la tête, ses yeux ambrés brillant d'une intelligence profonde. Cette connexion unique entre eux était devenue légendaire au sanctuaire, attirant l'attention des visiteurs et des spécialistes du comportement animal. Alors que Camille commençait sa routine quotidienne, vérifiant l'état de santé d'Augustin et des autres pensionnaires, une voiture inconnue franchit les portes du sanctuaire. Un homme en costume élégant en descendit, son apparence soignée contrastant avec l'environnement rustique du refuge. Il s'agissait de Philippe Mercier, un représentant de la société internationale Wildlife Parks Corporation. « Mademoiselle Laurent » appela-t-il en s'approchant. « Je suis ravi de faire votre connaissance. Votre réputation vous précède. » Camille se redressa, intrigué par cette visite inattendue. L'homme lui tendit une carte de visite, son sourire professionnel ne parvenant pas à masquer une certaine froideur dans son regard. « Nous avons une proposition très intéressante pour le sanctuaire de Louvière, annonça-t-il. Notre société souhaite créer ici le plus grand parc animalier de France. Un projet qui pourrait transformer cet endroit en une attraction mondiale. » Le cœur de Camille se serra. Elle connaissait la réputation de cette entreprise, qui privilégiait le profit au bien-être des animaux. Derrière elle, Augustin émit un grognement sourd, comme s'il percevait son inquiétude. « Monsieur Mercier, répondit-elle avec diplomatie, le sanctuaire n'est pas à vendre. Nous avons une mission ici, celle de protéger et de réhabiliter des animaux sauvages. » L'homme laissa échapper un petit rire condescendant. « Ma chère, vous n'êtes pas sans savoir que le sanctuaire traverse des difficultés financières. Notre offre pourrait être la solution à tous vos problèmes. » Camille allait répondre lorsqu'une jeune femme apparut en courant. C'était Sophie, une nouvelle soigneuse, le visage marqué par l'inquiétude. « Camille. Un appel urgent de Paris. C'est ta grand-mère. » Le monde sembla s'arrêter autour de Camille. Sa grand-mère, son unique famille, celle qu'il avait élevée et soutenue dans tous ses choix. Le regard d'Augustin croisa le sien, comme s'il comprenait déjà que leur routine paisible allait être bouleversée. Mercier observait la scène avec un intérêt calculateur. « Réfléchissez à notre proposition, mademoiselle Laurent. Je reviendrai dans quelques jours pour en discuter plus en détail. » Alors qu'il s'éloignait, Camille resta immobile, déchirée entre son devoir envers le sanctuaire et l'urgence de rejoindre sa grand-mère à Paris. Elle ne pouvait pas imaginer que cette journée marquerait le début d'une série d'événements qui allaient mettre à l'épreuve non seulement sa détermination, mais aussi le lien extraordinaire qu'elle partageait avec Augustin. Diez chapitre 2, l'épreuve de la séparation. Le trajet vers Paris semblait interminable pour Camille, son esprit oscillant entre l'inquiétude pour sa grand-mère et la culpabilité d'avoir laissé le sanctuaire dans un moment aussi crucial. Les dernières paroles de Philippe Mercier résonnaient dans sa tête comme un présage funeste. Dans la précipitation du départ, elle n'avait eu que quelques minutes pour confier la responsabilité du sanctuaire à Marcel, le vétérinaire adjoint. « Je te fais confiance pour veiller sur Augustin » avait-elle murmuré à son collègue, la voix tremblante. Les yeux du loup l'avaient suivi jusqu'à sa voiture, empreint d'une tristesse qu'elle n'avait jamais vue auparavant. À son arrivée à l'hôpital parisien, Camille découvrit sa grand-mère, Elisabeth, affaiblie mais toujours aussi déterminée. « Ma petite » murmura la vieille dame en serrant la main de sa petite-fille, « je savais que tu viendrais. » Les jours s'écoulaient lentement dans la capitale. Chaque matin, Camille recevait des nouvelles du sanctuaire via Sophie, qui lui envoyait des messages de plus en plus préoccupants concernant Augustin. Le loup refusait de s'alimenter normalement et passait ses journées à fixer l'horizon, comme s'il attendait son retour. Un soir, alors qu'elle veillait au chevet d'Elisabeth, son téléphone vibra. C'était un message de Marcel, Mercier est revenu. Il a rencontré le conseil d'administration. Ils envisagent sérieusement son offre. Le cœur de Camille se serra. Elle savait que la situation financière du sanctuaire était précaire,
mais elle n'avait jamais imaginé que le conseil céderait si facilement aux sirènes de l'argent facile. Dans son message suivant, Marcel lui apprit que Mercier avait présenté des plans détaillés pour transformer le sanctuaire en un parc d'attractions modernes, avec des spectacles d'animaux et des attractions touristiques. « Ma chérie, intervint Elisabeth, observant l'inquiétude sur le visage de sa petite fille. Tu devrais peut-être retourner là-bas. Je vois bien que ton cœur est resté au sanctuaire. » Mais Camille ne pouvait se résoudre à abandonner sa grand-mère dans cet état. C'est alors qu'une idée germa dans son esprit. Si elle ne pouvait pas être physiquement présente au sanctuaire, elle pouvait néanmoins agir à distance. Elle contacta Claire Dubois, une ancienne camarade d'études devenue journaliste environnementale. « J'ai besoin de ton aide, expliqua Camille. Le sanctuaire est menacé, et avec lui, des années de travail pour la protection des animaux sauvages. » Claire accepta immédiatement de l'aider. Ensemble, elles commencèrent à élaborer une stratégie médiatique pour sensibiliser le public à l'importance du sanctuaire. Pendant ce temps, à Louvière, la situation d'Augustin continuait de se dégrader. Sophie rapportait que même les autres animaux semblaient affectés par son état, comme si sa détresse résonnait dans tout le sanctuaire. Un matin, alors que Camille consultait les dernières photos d'Augustin envoyées par Sophie, elle remarqua quelque chose d'étrange dans l'arrière-plan. Sur l'une des images, on pouvait apercevoir des hommes en costume qui prenaient des mesures dans l'enceinte du sanctuaire. La transformation avait déjà commencé, sans même attendre l'accord final du conseil d'administration. Bouleversée, Camille comprit qu'elle devait agir rapidement. Elle ne pouvait pas laisser Mercier et sa société détruire tout ce qu'elle avait construit. Mais comment pouvait-elle sauver le sanctuaire tout en restant auprès de sa grand-mère? La réponse lui vint sous la forme d'une conversation surprise entre deux infirmières, parlant d'un riche patient passionné par la cause animale. Diès chapitre 3, une lueur d'espoir dans les couloirs aseptisés de l'hôpital, Camille tendait l'oreille, écoutant attentivement la conversation des infirmières. Elle parlait d'Antoine Valois, un philanthrope connu pour son engagement envers les causes environnementales. Par un heureux hasard, il était hospitalisé dans le même établissement que sa grand-mère. « Ma petite » murmura Elisabeth en voyant l'étincelle dans les yeux de sa petite fille, « je reconnais ce regard. » « Tu as une idée en tête, n'est-ce pas ?» Camille hocha la tête, un mince sourire aux lèvres. « Grand-mère, et si le destin nous envoyait un signe ?» Elle lui raconta ce qu'elle venait d'entendre à propos de Valois. Elisabeth, malgré sa fatigue, se redressa sur son lit. « Antoine Valois. J'ai travaillé pour sa famille il y a des années, comme gouvernante, révéla-t-elle. Il n'était qu'un petit garçon à l'époque, mais il avait déjà cette passion pour les animaux. Cette révélation était comme un cadeau du ciel. » Avec l'aide d'Elisabeth, Camille rédigea une lettre pour Valois, décrivant la situation du sanctuaire et le lien unique entre elle et Augustin. Elle y joignit les photos les plus récentes du loup, dont l'état ne cessait de se dégrader. Pendant ce temps, à Louvière, la situation devenait de plus en plus tendue. Sophie envoyait des messages alarmants, l'équipe de Mercier avait commencé à installer des panneaux publicitaires aux abords du sanctuaire, annonçant la future transformation du lieu en « le plus grand parc animalier d'Europe ». Un matin, alors que Camille terminait sa garde auprès d'Elisabeth, une infirmière lui apporta une enveloppe. Son cœur fit un bond en reconnaissant le logo de la Fondation Valois. À l'intérieur, une invitation à rencontrer Antoine Valois dans sa chambre d'hôpital l'après-midi même. L'homme qu'elle rencontra était différent de ce qu'elle imaginait. Dans la soixantaine, le visage marqué par les années mais les yeux pétillants d'intelligence, il l'accueillit avec chaleur. « Mademoiselle Laurent, dit-il en lui faisant signe de s'asseoir, votre lettre m'a profondément touché. J'ai fait quelques recherches sur votre sanctuaire, et sur votre loup, Augustin. » Pendant plus d'une heure, ils discutèrent du sanctuaire, de sa mission, et des menaces qui pesaient sur son avenir. Valois écoutait attentivement, posant des questions pertinentes qui révélaient sa connaissance approfondie du sujet. « Ce que vous avez construit est remarquable, déclara-t-il finalement. Mais ce qui m'impressionne le plus, c'est ce lien unique entre vous et Augustin. Il me rappelle une histoire similaire que j'ai vécue dans ma jeunesse. » Il lui raconta alors comment, enfant, il avait développé une relation particulière avec un renard blessé que sa famille avait recueilli. Cette expérience avait façonné sa vision du monde et son engagement envers la protection des animaux. « Je ne peux pas laisser l'International Wildlife Parks Corporation détruire ce sanctuaire, affirma-t-il avec conviction. Ma fondation pourrait vous aider, mais j'ai une condition. » Camille retint son souffle, prête à tout accepter pour sauver Louvière.
Je veux que vous transformiez le sanctuaire en un centre d'éducation environnementale, poursuivit-il. Un lieu où les enfants pourront apprendre l'importance de la protection de la nature, tout en respectant la tranquillité des animaux. Les yeux de Camille s'embuèrent de larmes de soulagement. C'était exactement la vision qu'elle avait toujours eue pour le sanctuaire, mais qu'elle n'avait jamais eu les moyens de réaliser. Cependant, alors qu'elle s'apprêtait à accepter cette offre providentielle, son téléphone vibra. Un message de Sophie fit voler en éclats cet instant d'espoir. Mercier avait convoqué une réunion extraordinaire du conseil d'administration pour le lendemain matin. Un vote décisif allait avoir lieu concernant la vente du sanctuaire. Dièse chapitre 4, la course contre la montre. Le temps pressait. Dans la chambre d'hôpital de Valois, Camille sentait son cœur battre à tout rompre. Elle expliqua la situation urgente au philanthrope, qui comprit immédiatement la gravité de la situation. « Il nous faut agir vite », déclara-t-il en saisissant son téléphone. « Ma secrétaire va préparer tous les documents nécessaires pour une proposition officielle. Mais vous devez être présente à cette réunion, mademoiselle Laurent. » Camille jeta un regard anxieux vers la chambre de sa grand-mère. Comme si elle lisait dans ses pensées, une infirmière apparut à la porte. « Votre grand-mère demande à vous voir immédiatement », annonça-t-elle. Dans la chambre d'Elisabeth, l'atmosphère était différente. La vieille dame semblait avoir retrouvé une partie de sa vigueur. « Va, dit-elle simplement en prenant la main de sa petite fille. Je sais que tu te tourmentes à cause de moi, mais je vais mieux. Le sanctuaire a besoin de toi maintenant. Augustin a besoin de toi. » Les larmes aux yeux, Camille embrassa sa grand-mère. « Mais je ne peux pas te laisser seule. »« Je ne serai pas seule, » sourit Elisabeth. « J'ai demandé à Antoine de faire transférer mon dossier dans la clinique privée près du sanctuaire. Ainsi, tu pourras t'occuper de tout ce qui compte pour toi. » Bouleversée par ce geste, Camille serra sa grand-mère dans ses bras. En quelques heures, tout s'organisa. Pendant que les équipes médicales préparaient le transfert d'Elisabeth, Valois mobilisait ses avocats pour préparer une contre-proposition solide. Le trajet de retour vers la Provence fut une course contre la montre. Dans la voiture, Camille recevait des messages constants de Sophie, l'informant des derniers développements. Mercier avait apparemment appris qu'une opposition se préparait et tentait d'accélérer le processus de vente. À son arrivée au sanctuaire, la nuit était déjà tombée. Bravant l'obscurité, Camille se précipita vers l'enclos d'Augustin. Le loup était là, comme s'il l'attendait. Leurs regards se croisèrent dans la pénombre, et pour la première fois depuis des semaines, Camille vit une étincelle de vie dans les yeux de son ami. « Je suis revenu, » murmura-t-elle, posant sa main sur la clôture. Augustin s'approcha, pressant son museau contre ses doigts à travers le grillage. Sophie apparut, une lampe torche à la main. « Camille, tu arrives juste à temps. Mercier a avancé la réunion à demain matin, 7 heures. Il essaie de nous prendre de vitesse, comprit Camille. Mais nous sommes prêts. » Elle passa une partie de la nuit à étudier les documents préparés par les avocats de Valois, pendant que Sophie et Marcel organisaient une mobilisation éclair du personnel et des bénévoles du sanctuaire. Les réseaux sociaux s'enflammaient déjà, relayant l'appel à soutenir Louvière. À l'aube, alors que les premiers rayons du soleil caressaient les champs de lavande, Camille observa un spectacle qui lui redonna espoir. Des dizaines de personnes se rassemblaient devant les portes du sanctuaire, certaines portant des pancartes de soutien, d'autres simplement venues témoigner leur attachement au lieu. Mais lorsqu'elle vit la luxueuse berline de Mercier franchir les grilles, suivie de plusieurs autres véhicules transportant les membres du conseil d'administration, Camille sentit son estomac se nouer. Dans quelques minutes, le destin du sanctuaire serait décidé, et avec lui, l'avenir d'Augustin et de tous ses pensionnaires. Dièse chapitre 5, le moment de vérité. La salle de réunion du sanctuaire n'avait jamais semblé aussi petite qu'en ce matin décisif. Les membres du conseil d'administration prenaient place autour de la grande table en chêne, leurs visages tendus reflétant la gravité du moment. Philippe Mercier, impeccable dans son costume italien, affichait un sourire confiant. « Mademoiselle Laurent, dit-il avec une fausse sympathie, quelle surprise de vous voir parmi nous. Je croyais que des obligations familiales vous retenaient à Paris. » Camille s'apprêtait à répondre lorsque la porte s'ouvrit, laissant entrer Antoine Valois, accompagné de 2 avocats. Un murmure surpris parcourut l'assemblée. La présence du célèbre philanthrope n'était visiblement pas prévue au programme. « Messieurs, mesdames, » commença Valois en s'asseyant, « je vous prie d'excuser cette intrusion, mais j'ai une proposition à soumettre au conseil. » Le président du conseil, Jean-Marc Dubois,
un homme d'une soixantaine d'années qui avait connu les débuts du sanctuaire, prit la parole. « Monsieur Valois, votre réputation vous précède. Nous vous écoutons. » Pendant l'heure qui suivit, la bataille fut intense. Mercier présenta d'abord son projet, un complexe touristique moderne, promettant des retombées économiques importantes pour la région. Ses projections financières étaient impressionnantes, ses arguments bien rodés. Puis vint le tour de Camille et Valois. Leurs propositions étaient différentes, transformer Louvière en un centre d'éducation environnementale tout en préservant sa mission première de sanctuaire. Les avocats de Valois détaillèrent le plan de financement, incluant une donation substantielle de la Fondation Valois. Ce n'est pas qu'une question d'argent, plaida Camille, sa voix tremblant d'émotion. C'est une question de valeur, de respect envers ces animaux qui nous font confiance. Elle sortit alors son téléphone et montra une vidéo récente d'Augustin. Le loup, habituellement si majestueux, apparaissait affaibli par son absence. Voici ce qui arrive quand nous trahissons cette confiance. Ces animaux ne sont pas des attractions touristiques, ce sont des êtres sensibles qui méritent notre protection. Soudain, un hurlement puissant retentit depuis l'extérieur. Augustin. Son cri fut repris par d'autres animaux du sanctuaire, créant une symphonie sauvage qui fit vibrer les vitres de la salle. Les membres du conseil échangèrent des regards troublés. Mercier tenta de reprendre la main. Ne vous laissez pas émouvoir par ce sentimentalisme. Les parcs modernes sont l'avenir de la conservation. L'avenir, intervint une nouvelle voix. Tous se tournèrent vers la porte. Elisabeth, dans un fauteuil roulant poussé par une infirmière, venait d'entrer dans la salle. J'ai travaillé toute ma vie avec des familles fortunées, monsieur Mercier. J'ai vu des gens comme vous transformer des lieux magiques en attractions sans âme. Le silence qui suivit fut assourdissant. Jean-Marc Dubois se leva lentement. « Je crois qu'il est temps de voter, » annonça-t-il gravement. Les minutes qui suivirent semblèrent durer une éternité. Chaque membre du conseil inscrivit son choix sur un bulletin. Lorsque le dernier vote fut déposé, Dubois commença le dépouillement, les mains légèrement tremblantes. Le destin du sanctuaire, d'Augustin, et de tous ses habitants reposait désormais dans ces quelques morceaux de papier. Dièse chapitre 6, un nouveau chapitre, 6 voix contre 3, annonça Jean-Marc Dubois, sa voix résonnant dans la salle silencieuse. Le conseil accepte la proposition de monsieur Valois et de mademoiselle Laurent. Le soulagement fut immédiat. Des applaudissements éclatèrent à l'extérieur de la salle, où le personnel et les bénévoles s'étaient rassemblés pour attendre le verdict. Mercier, le visage fermé, rassembla ses documents sans un mot et quitta la pièce, suivi de ses collaborateurs. Camille se précipita vers l'enclos d'Augustin, les jambes tremblantes d'émotion. Le loup l'attendait, comme s'il avait compris que quelque chose d'important venait de se produire. Pour la première fois depuis des semaines, il s'approcha de la clôture avec son ancienne vigueur, ses yeux brillant d'une nouvelle énergie. « Nous avons réussi, mon ami, » murmura-t-elle, les larmes aux yeux. Le sanctuaire est sauvé. Les semaines qui suivirent furent intenses. Avec le soutien financier de la Fondation Valois, le sanctuaire commença sa transformation. De nouvelles installations furent construites, respectueuses de l'environnement et adaptées aux besoins des animaux. Un centre d'éducation moderne émergea progressivement, attirant des écoles et des chercheurs du monde entier. Elisabeth, qui se remettait doucement dans la clinique voisine, passait ses après-midi au sanctuaire, partageant ses histoires avec les visiteurs et observant avec fierté sa petite fille diriger les opérations. Sa présence apportait une touche de sagesse et d'humanité qui enrichissait l'expérience des visiteurs. Un soir d'automne, alors que le soleil se couchait sur les champs de lavande, Camille organisa une petite cérémonie pour inaugurer le nouveau centre d'éducation environnementale de Louvière. Antoine Valois, entouré d'écoliers fascinés, racontait son histoire avec le renard de son enfance, transmettant sa passion pour la protection de la nature à la nouvelle génération. Augustin, qui avait retrouvé toute sa splendeur, observait la scène depuis son enclos agrandi. Son regard croisa celui de Camille, et dans cet échange silencieux passa toute la force de leur lien unique. Le loup n'était plus seulement le symbole du sanctuaire, il était devenu l'emblème d'une nouvelle approche de la conservation, où le respect et la compréhension remplaçaient l'exploitation. Le succès du nouveau sanctuaire dépassa toutes les attentes. Des documentaristes venaient du monde entier pour filmer cette expérience unique, où animaux sauvages et éducation environnementale coexistaient en harmonie. L'histoire d'Augustin et de Camille inspirait d'autres initiatives similaires à travers le pays. Un jour, alors que Camille terminait une visite guidée avec un groupe d'étudiants, une jeune fille leva la main,
Comment avez-vous su que vous pouviez sauver le sanctuaire? Camille sourit, son regard se portant vers Augustin qui se prélassait au soleil. J'ai appris que lorsqu'on se bat pour ce qui est juste, l'univers nous envoie des alliés inattendus. Parfois, il suffit d'avoir le courage de persévérer et la foi en ses convictions. Le soleil se couchait sur Louvière, baignant le sanctuaire dans une lumière dorée. Dans son enclos, Augustin émit un long hurlement, comme pour célébrer cette nouvelle ère. Son cri, repris par les autres loups du sanctuaire, résonna dans la vallée, rappelant à tous que la vraie richesse ne se mesurait pas en argent, mais dans la préservation de ces liens sacrés entre l'homme et la nature. Fin de l'histoire, chers auditeurs, nous espérons que l'histoire de Camille et d'Augustin vous a touché. Cette aventure extraordinaire nous rappelle l'importance de protéger nos amis à quatre pattes et leurs habitats naturels. Pour continuer à suivre des histoires aussi émouvantes et inspirantes, nous avons préparé une playlist spéciale avec d'autres récits tout aussi captivants. Vous la trouverez en cliquant sur le lien à gauche. Si cette histoire vous a ému, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de laisser un « j'aime » à la vidéo. Chaque jour, nous partageons de nouvelles histoires qui explorent la beauté et la complexité de la vie. Rejoignez-nous dans les commentaires pour partager vos réactions et vos propres expériences avec les animaux. À très bientôt pour de nouvelles aventures.